bonjour à toutes et à tous pour la prolongation de cet après-midi qui est consacré cette fois-ci sur la question du terrorisme et de la façon dont il évolue. Cette fois-ci, on va quitter le sol français, enfin dans un tout au début, j'allais dire, on va y revenir, puisque la question posée, c'est la question de comment est-ce qu'on est passé sur un djihadisme qui était un djihadisme qui était plus local en fait, en quelque sorte, qui était en Irak et en Syrie, et comment est-ce que maintenant on voit cette menace muter et s'organiser dans différents pays, dans différents lieux, comment est-ce que justement elle prend forme et elle se justement transforme en quelque sorte. Donc nous allons passer dans un monde militaire, un monde du renseignement avec deux généraux qui vont animer cette table ronde avec moi. Merci à tous les deux. Le général Serge Chollet, vous allez nous parler beaucoup de votre expérience parce que vous avez été à Chamal, à l'opération en fait, française qui était menée avec les Américains. C'était en 2016-2017 avec pour but la lutte complète contre Daesh. Et puis, auparavant, vous aviez eu une carrière qui avait été entre l'armée de l'air et le renseignement, et vous avez été attaché de défense en Chine. J'ai vu juste pour le petit clin d'œil. Parce que le général Nuriel, qui est à côté de vous, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris, d'Israël. Vous êtes venu en présentiel, maintenant qu'on peut enlever les masques et qu'on peut se voir. Vous, effectivement, vous avez été attaché de défense, j'ai vu, à Washington, c'est pour donner les deux attachés de défense, mais vous étiez aussi beaucoup sur tout ce qui était la lutte contre l'antiterrorisme, donc au cœur de ces questions-là, et puis vous avez été rentré de salle en 77. Donc voilà, ça donne en fait pourquoi est-ce que vous être là, apte à expliquer ce qui est en train de se passer. Je vais commencer avec vous, Général Chollet, tout simplement pour que vous nous racontiez un petit peu ce qu'a été en fait cette opération contre Daesh. On est sur une nébuleuse qui naît, on a entendu parler d'Al-Qaïda, maintenant on est sur Daesh, l'organisation de l'État islamique, plus offensive, plus militaire, plus structurée, et cette grande offensive qu'on mène entre l'Irak et la Syrie. Comment, clairement, ça se passe à ce point-là ? Merci à vous de m'avoir invité pour témoigner. Nous étions passés d'Al-Qaïda, qui avait une vision globale, à Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, qui avait la volonté de créer un califat. Et depuis 2014, bénéficiait d'une dynamique très forte, puisqu'elle avait pris de contrôle de très nombreux territoires, et en Syrie et en Irak. L'attentat du Bataclan a été décisif puisque la France a très rapidement participé à l'opération Inherent Resolve, qui est une coalition menée par les États-Unis, mais se contentait, parce qu'elle était, elle, engagée et avait le leadership d'une opération en bande sahélo-saharienne, et je crois que le général Castres viendra témoigner à l'issue. La France, qui donc menait une coalition en bande sahélo-saharienne, se contentait en fait de participer à l'opération Inherent Resolve, une coalition d'environ 70 pays menée par les États-Unis. Mais l'attentat du Bataclan a été vu comme ayant été préparé, planifié depuis Raqqa par les capacités de projection de nuisance, de force de Daesh. Et la France a résolument voulu, et j'allais dire, s'engager davantage et faire cesser ses capacités offensives, ses capacités de projection de puissance de ce proto-État qui avait porté le feu au cœur même de la France. Et c'est la raison pour laquelle la France, qui était dans un rôle d'exécutant, malgré l'importance des moyens qu'elle engageait au Levant, a décidé de mettre en place un officier général qui intégrerait le command group largement américain, de façon non plus à rester dans ce rôle d'exécutant, mais de participer à la conception de la manœuvre opérationnelle. Lorsque je suis arrivé, donc le Bataclan, c'est novembre 2015, je suis arrivé et j'ai été mis en place parce que ça fait de nombreuses discussions. Il faut franchir, j'allais dire, les règles de l'échange de renseignements et d'informations opérationnelles. C'est la règle dite des Five Eyes, où la France ne fait pas partie de ces communautés.
Donc à l'issue de très nombreuses discussions, j'ai été mis en place premier officier général dans ce command group américain en juillet 2016, juste après l'attentat de Nice, qui ne faisait que confirmer ses capacités de projection, de puissance et de nuisance de Daesh. Et lorsque j'entends que la France fermait les yeux sur cette menace islamiste, moi j'aurais un témoignage beaucoup plus nuancé et qui vient un peu contredire ce propos, puisque la France décidait non seulement d'être engagée, ma mise en place s'accompagnait d'un nouvel engagement du porte-avions et de ses 22 avions de chasse, de la mise en place de moyens d'artillerie et de l'augmentation des capacités d'accompagnement des forces irakiennes et des forces spéciales françaises. Donc un effort significatif avec la volonté de prendre le contrôle de Raqqa, puisque c'était de là qu'était censée être partie cette opération sur le Bataclan. Quand je suis arrivé en juillet 2016, force était de constater, pour des questions sans doute de légitimité, puisque l'Irak avait invité les forces étrangères à venir l'épauler dans son combat contre Daesh. En Syrie, Bachar ne nous avait pas invités, donc il y avait une légitimité qui était un peu compliquée, même si on avait la résolution 2249 des Nations Unies, et puis éventuellement même l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'était un peu plus compliqué de commencer par Raqqa, alors que l'Irak n'était pas encore complètement libéré. Et effectivement, quand je suis arrivé, tout le dispositif de la coalition était porté sur la prise de contrôle de Mossoul, qui était libérée Mossoul, qui était la capitale irakienne de Daesh, avec notamment sa banque qui avait permis de nombreux financements. Et mon mandat, quelque part, c'était non seulement de participer à la conception de la manœuvre, mais aussi d'amener la coalition à attaquer Raqqa d'abord. Autant vous dire que c'était une mission quasiment impossible, puisque tout le dispositif, toutes les forces étaient déjà placées pour attaquer Mossoul. C'est l'arrivée du lieutenant-général Townsend, qui est actuellement général et patron d'Africom, un général américain absolument remarquable, qui, contrairement à toutes les idées reçues, et parce qu'il avait une idée de manœuvre absolument remarquable, aussi simple que remarquable d'ailleurs, c'était de dire, si j'attaque d'abord Mossoul, il va y avoir un transfert de combattants vers Raqqa, il me faut attaquer les deux en même temps. Et surtout, ce qu'il faut me faire, c'est éviter que les combattants de Daesh, qui venaient de nombreux pays, ne fuient vers les pays les plus fragiles, qui sont le Liban et la Jordanie. Et donc l'idée de manœuvre, c'était d'encapsuler le théâtre, prendre les deux capitales en même temps, même si dans le tempo, Raqqa était un peu plus long à venir que Mossoul, et surtout amener Daesh à penser qu'il pourrait connaître un safe haven, un sanctuaire, un dernier sanctuaire dans lequel il pourrait se défendre et peut-être se régénérer pour relancer plus tard son expansion. Et ce safe haven, c'était ce qu'on appelle la Middle Euphrates River Valley, c'était du côté de Abu Kamal et de Al-Qaïm. Et cette manœuvre a extrêmement bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que Daesh a décidé de rentrer dans un combat dit symétrique, en fait dissymétrique, parce qu'on avait quand même des moyens largement supérieurs aux siens, et de quitter le champ des actions asymétriques. Je précise, la symétrie, c'est se battre sur le même champ de bataille, avec des moyens équivalents. La dissymétrie, c'est le même champ de bataille, avec des moyens déséquilibrés. L'asymétrie, c'est d'attaquer l'autre sur des champs dans lesquels il ne s'attend pas, et le terrorisme est une forme d'action de l'asymétrie. Dès lors que ce proto-État a voulu jouer sur une logique géographique avec des moyens, j'allais dire, d'une nature symétrique ou dissymétrique, il était condamné à perdre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Surtout, il fallait impérativement l'empêcher de se disséminer partout dans la région. Et c'était donc l'idée de manœuvre, c'était l'amener, l'encourager à se réfugier dans ce petit sanctuaire dans lequel nos successeurs, puisque nous étions en place pour 1 an à chaque fois, c'est pour lequel nos successeurs finiraient, j'allais dire, le job. Et le mandat qui était le nôtre, c'était bien celui de casser cette logique territoriale de Daesh, casser cette capacité militaire, et notamment militaire de projection. Et en aucun cas, notre mandat n'était celui de régler, parce que c'est quand même une réalité, ce combat, j'allais dire sans doute historique, entre sunnites et chiites, puisque ça a quand même largement, ça marquait largement, j'allais dire,
le jeu et l'agenda des différentes parties, et puis ni d'ailleurs d'attaquer les forces de Bachar el-Assad, puisque nous n'avions pas de mandat pour renverser un régime et que notre combat était exclusivement tourné vers Daesh. Général, juste une petite question avant d'arriver à vous, Général Muriel, parce que je voudrais qu'on ait un bon descriptif. Je me souviens très bien, effectivement, quand on voit l'arrivée de Daesh sur Mossoul, l'enrichissement qui nous inquiète tous, parce qu'on sait qu'avec les tribus sunnites, plus la grande banque de Mossoul, donc on a cette ville en tête. Mais vous venez de parler de Raqqa. Et on a parlé juste avant des attentats du Bataclan, etc. On a beaucoup lu que Raqqa était une ville où c'était pas des terroristes, c'était des gens qui étaient terroristes avec un état-major, avec une réflexion, avec une stratégie militaire, avec des zones d'influence. C'est ça que vous avez cassé. Est-ce que vous pouvez nous faire une photo de Daesh à ce moment-là à Raqqa? Daesh s'était organisé comme une véritable armée. Ce que l'on voyait notamment en Irak, c'est qu'il était quand même constitué pour l'essentiel de beaucoup des cadres de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Beaucoup de cadres d'origine sunnite qui n'avaient pas accepté en fait la Pax Americana et j'allais dire la prise de pouvoir de la majorité chiite. Et il était dans le même à Raqqa où là il y avait de nombreux combattants étrangers, mais qui avait plus ou moins, d'ailleurs plus que moins, une véritable organisation militaire, une véritable hiérarchie, avec une logique de service de renseignement, de capacité de planification, de formation, etc. Il faut voir que quand je suis arrivé en 2016, il y avait encore de très nombreux combattants étrangers qui venaient renforcer les rangs de Daesh, essentiellement par la Turquie, qui faisait preuve à minima d'une grande passivité. Je ne vais pas parler de complicité parce que la Turquie faisait partie de la coalition, mais pour le moins il y avait une très grande passivité et donc l'une de nos actions était de casser ces flux, et moi c'est, j'allais dire, une logique de réserve, casser les flux de combattants qui venaient renforcer cette organisation qui était à l'identique d'une armée. On accueille des nouveaux arrivants, on les sélectionne, on les forme, on les équipe et on les envoie combattre. Donc, et c'est ça, à mon avis, et tant mieux, l'erreur d'al-Baghdadi et de Daesh, c'est d'avoir voulu jouer sur un registre conventionnel. Dès lors qu'on est dans ce combat conventionnel, l'avantage était à la coalition, qui non seulement disposait des moyens modernes de renseignement et de frappe aérienne, mais également des forces spéciales qui accompagnaient les troupes au sol, qui étaient composées de forces locales. Et Daesh, maintenant, qui s'est réfugié dans différents endroits, qui est complètement dispersé, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Il y aura un Daesh 2.0 ou un Daesh 3.0 qui prendra un autre nom, mais qui finalement, s'est traduit par cette emprise géographique, à tout compte fait, était plus facile à cibler que la logique d'Al-Qaïda, qui est beaucoup plus dispersée et beaucoup plus difficile à aller chercher. Général Nitsan Muriel, vous, on parlait de la Syrie, on parlait de Raqqa, vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous êtes forcément très observateur de ce qui se passe. Je rappelle que vous avez été directeur du contre-terrorisme 2007-2011. Vous avez vu monter tout ça, vous avez vu ce djihadisme global se mettre en place, Daesh, quelle est justement la vision que vous en tirez? Tout d'abord, excusez-moi de ne pas parler français. Ma mère est née en Hongrie, mon père est né en Irak, et voilà le résultat. Je ne parle pas du tout français. Merci, Général, pour tout ce que vous avez fait à combattre le terrorisme dans la région. J'ai deux choses à vous dire avant de répondre. Premièrement, nous croyons que le terrorisme, quelle en soit la raison ou la source, partout sur la planète est quelque chose d'inacceptable. Partout sur Terre, quand des civils innocents sont tués, c'est inacceptable. Quelle qu'en soit la raison, chacun a le droit de vivre. Nous devons prendre des décisions difficiles. Les droits humains sont importants et les droits de vivre, et le droit de vivre est encore plus important. Ça devrait être ce qui nous guide en matière de terrorisme. Deuxièmement, l'État d'Israël
n'a pas dû combattre Daesh ou les djihadistes. Cela dit, l'atmosphère se ressent partout. Il y a une semaine, nous avons eu un événement à Israël où quelqu'un a essayé quelqu'un qui voulait participer à Daesh il y a quelques années et il a été en prison pendant 4 ans en Israël et le juge a décidé de le libérer après 4 ans et nous le suivons toujours parce que nous avons très bons renseignements. Et la semaine dernière, il a assassiné 4 Israéliens au nom d'ISIS, au nom de Daesh. Donc, si on pense que c'est un problème à l'extérieur de nos frontières, à cause de l'atmosphère, de l'ambiance, du fait que certaines personnes sont polluées par ces idées, ça vient chez nous en Israël. Et ce n'est pas facile de combattre le terrorisme. Il n'y a pas de solution simple. Et pourtant, c'est quelque chose que si on n'agit pas comme il faut, on peut payer le prix fort, très fort, parce que tout un chacun a le droit de vivre en sécurité. Et c'est notre mission en tant que professionnels et de leur assurer la vie en sécurité. Nous considérons Daesh, ISIS et d'autres. Et bien sûr, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais 99% des attentats terroristes ces dernières années ont été menés par des musulmans. C'est un fait, une statistique. Il faut voir quoi en faire et la façon dont vous avez décrit la fondation de Daesh. Nous pensons que Daesh n'a pas été fondé contre nous, mais quand même, nous ne sommes pas le plat principal, mais nous sommes au menu. Ce n'est pas une blague. Nous devons donc coopérer entre tous ceux qui combattent Daesh. Et au Moyen-Orient, et notamment en Israël, l'ennemi de notre ennemi est toujours notre ennemi. Nous avons eu un cas avec le Hezbollah qui combattait Daesh. Ça veut dire que Hezbollah est devenu notre ami. Nous devons combattre tous ceux qui essaye de, je ne vais pas dire détruire l'État d'Israël, il ne peut pas être détruit par le terrorisme, mais nous devons assurer une bonne qualité de vie à nos citoyens et à nos visiteurs. Le clé du renseignement, l'observation. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous racontiez d'abord, d'une part, ce que vous voyez en Syrie et en Irak. Est-ce que ça vous inquiète ? Et l'autre chose, c'est sur le sol européen, en fonction de ce que vous avez dit, voilà, il faut avoir le regard ouvert, il faut se dire qu'on est part of the menu, qu'on fait partie du menu. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop laxiste ? Est-ce que vous trouvez qu'on pourrait prendre plus d'apprentissage de ce que fait Israël par rapport au terrorisme ? La coopération internationale contre le terrorisme est très ouverte et large. Il y a de nombreuses limites dans d'autres domaines qui ne s'appliquent pas au combat à la lutte contre le terrorisme. Je peux vous dire, en tant que responsable du bureau antiterrorisme en Israël, pendant 5 ans, nous avons partagé nos renseignements avec toutes les agences de renseignement. Nous n'avons pas donné nos sources, bien sûr c'est la règle, mais nous avons partagé nos renseignements et à toutes les nations qui en voulaient, qui recherchaient ces renseignements. Encore une fois, j'ai parlé de droits humains par rapport au droit de vivre et parfois en matière de renseignement, pour obtenir ces renseignements, il faut suivre les gens, donc aller au-delà des droits de l'homme. Il faut savoir exactement ce qu'ils disent, à qui ils parlent, parce que c'est le début de l'outil qu'il faut pour arrêter ces gens avant qu'ils ne fassent un attentat suicide ou qu'ils ne recrutent un kamikaze. Dans le cas d'Israël, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse, que ce soit représentatif. Et il y a des années de ça, on avait beaucoup de cas de kamikazes, d'attentats suicides, parfois 10, 12 par mois. Et depuis 10 ans, on n'en a eu aucun.
pas parce qu'ils ne veulent plus le faire, mais parce que nous avons su mettre au point les technologies et les connaissances qui nous permettent de les arrêter avant qu'ils ne passent à l'acte. Nous voulons collaborer avec les autres. Nous sommes prêts à partager les renseignements, les technologies, les connaissances, mais tout pays, tout État doit réfléchir à ce qui est pertinent et ce qui l'est moins face à ces problèmes d'antiterrorisme. Une question, le temps file, donc j'avance un peu. Vous avez combattu le terrorisme, on l'a vu clairement, dans des conditions militaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que, d'abord, les terroristes, Daesh ou autres, ont appris? Est-ce qu'ils vont tirer des leçons? Et d'autre part, sur le sol français, quand on a aujourd'hui des gens qui reviennent, qui sont dans les prisons ou qui vont s'installer, justement, ces gens qui ont appris à être militaires, qui ont appris à combattre, est-ce que c'est une plus grande menace pour la France? Alors, une remarque pour réagir. Oui, effectivement, je confirme de par mon expérience passée qu'il y a énormément d'échanges de renseignements entre les pays qui font front contre le terrorisme. Et un sujet que j'ai évoqué avec vous, madame, c'est lorsqu'on combattait Daesh et que nous avions le mandat contre Daesh, nous savions qu'en même temps, on faisait le lit à ce que l'on appelait le corridor chiite, c'est-à-dire de Téhéran jusqu'à Damas, parce qu'on combattait un ennemi qui finalement était commun à celui du Hezbollah ou de Al-Quds et notamment du général Soleimani, qui eux-mêmes sont aussi des acteurs d'un terrorisme dans d'autres circonstances. Donc c'est la difficulté de combattre un ennemi lorsqu'on a un mandat précis et de ne pas pouvoir embrasser toute la difficulté, tout le problème global du terrorisme. Ensuite, deuxième aspect, c'est que lorsque les Américains m'ont accueilli dans leur command group, ils comprenaient très bien que nous étions dans un combat qui était global, puisque eux-mêmes disaient que c'était une French-led coalition en Afrique, avec la bande sahélo-saharienne, et c'était une US-led coalition au Middle East. Sachant que maintenant, on a aussi un arc, donc on avait un arc de l'Afrique jusqu'au Middle East, et maintenant on a un arc qui va jusqu'aux côtes est de l'Afrique, puisque le problème des Shebabs, qui est en Somalie, Kenya, maintenant jusqu'au Mozambique, montre cette dispersion de la capacité de nuisance de ces groupes islamistes. Alors effectivement, je pense que le combat pour un califat géographique sera remis peut-être à plus tard et que les terroristes ont compris que finalement c'était le mode d'action d'Al-Qaïda qui était peut-être qui offrait le plus de résonance. Car qu'au-delà effectivement de la mort d'innocents par le phénomène terrorisme, il faut bien comprendre que leur mode d'action, c'est l'écho, c'est le bruit qu'ils peuvent faire à travers des actions, même les plus limitées qui soient. Et que cet écho, ce phénomène de résonance, ils l'obtiennent davantage par des actions très isolées, qui peuvent être, encore une fois, planifiées, mais qui peuvent être aussi spontanées. Et l'idée derrière, c'est d'utiliser les médias dans ce champ de confrontation qui est celui de l'influence. Le combat, il est conventionnel sur terre, sur mer et dans les airs. Il l'est moins maintenant dans l'espace exo-atmosphérique et dans le cyberespace. Il l'est certainement dans le jeu des influences. Donc effectivement, c'est tous ces combattants de Daesh qui ont été ou prisonniers, mis en prison en Irak, en Syrie et peut-être aussi dans les pays d'origine. Tous ces combattants qui reviennent constituent effectivement une réelle menace dès lors qu'ils seront libérés après avoir été punis ou alors dès lors qu'ils seront retournés dans leur pays de manière clandestine. Et je pense malheureusement que nombre d'entre eux, est-ce que le terme irrécupérable est un bon terme, mais néanmoins resteront convaincus jusqu'à leur sacrifice suprême et jusqu'à l'action la plus meurtrière que leur combat n'est pas fini. Et donc oui, effectivement, il y a un vrai sujet, celui de ce qu'on appelle les returnees, et qui mérite tous les efforts des États, et notamment en France, pour des condamnations qui soient extrêmement sévères à la hauteur de leurs crimes, parce qu'ils ont commis en Irak et en Syrie dépassent, j'allais dire,
tout entendement, mais au-delà des condamnations qu'il peut y avoir, une véritable surveillance de ce qu'ils peuvent faire aussi dans leur lieu de détention. Alors vous parlez des combattants. Je rajoute quand même des combattantes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont engagées et qui ont complètement épousé la cause. Et c'est vrai que souvent, on voit la maman de famille et on ne voit pas la personne engagée derrière. Général Nuriel, on parlait de guerre asymétrique vis-à-vis du terrorisme. Justement, vous, est-ce que ça vous inquiète, cette capacité de monter dans cette asymétrie quelque part? Et puis, est-ce que la fragilisation qu'on a en Europe avec la guerre en Ukraine, avec le front, avec la Russie, avec lequel les Israéliens savent travailler quand il faut les combattre, le Hezbollah ou les Iraniens, on pense évidemment à la Syrie, ça vous change la situation, ça vous inquiète? Est-ce que ça complexifie encore plus cette question du djihadisme? I believe that what we are Je crois que ce que l'on voit actuellement en Ukraine et en Russie pourra provoquer un grand chaos à travers l'Europe, pour deux raisons. Beaucoup de munitions vont rester disponibles, des armes. Vous savez que si vous avez un fusil, on va tirer. Donc, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Et deuxièmement, et malheureusement, dans une telle situation, de nombreux participants, pour de nombreuses raisons, vont adhérer au parti. Nous savons aujourd'hui qu'il y a quelques centaines de combattants du Moyen-Orient qui rejoignent la guerre en Russie. Pourquoi? Ça fait partie du comportement de ces personnes. S'il y a un endroit où ils peuvent aller tirer, se battre, montrer leur courage, ils y iront. Et ces deux raisons vont aggraver le nombre de morts, de haine et du prix à payer pour cette guerre. Je prie que quelqu'un aura l'intelligence d'y mettre fin. C'est presque la fin de cette table ronde, puisque je crois qu'on avait un petit peu débordé. On va aller doucement vers une conclusion, puisqu'on parle à la base de menaces de djihad global au djihad local. Pour vous, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose, à l'un et à l'autre, j'amène sur la conclusion, quelque chose qui est finalement plus dangereux, parce que plus dissimulé, plus étal, et est-ce que vous trouvez surtout, on est en campagne présidentielle en France, même si vous avez fait le voyage, merci encore, mais comment est-ce que vous trouvez que les politiques se comportent par rapport à ça? Moi, j'ai parfois l'impression qu'on est sur des choses qui peuvent être déclaratives, mais qu'ensuite, c'est évidemment complexe de rentrer dans toutes ces différenciations. Je vous laisse, allez-y. I'm not a politician. Je ne suis pas homme politique, donc je ne peux pas les noter. La plupart préfèrent remettre à plus tard la décision en espérant que quelqu'un d'autre prendra la décision difficile. Et ensuite, ça coûte plus cher que d'avoir pris la bonne décision plus tôt pour essayer de limiter les conséquences de ces phénomènes. Malheureusement, il y a deux choses. Le terrorisme ne va pas disparaître. C'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus forts que les terroristes et nous allons gagner. Il faut donc conserver notre vie. Il faut collaborer, coopérer pour s'assurer qu'ils ne pourront pas détruire notre vie. Mais je crains que ça ne dure pour toujours. À jamais. Avec vous, on devra composer avec ce type de menaces. Ayant œuvré pas mal de temps dans les services de renseignement, moi j'ai le sentiment quand même, et notamment la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme en France, sous l'autorité du préfet Laurent Nunez, ne ménage pas ses efforts. Et le terrorisme
en tout cas de ces dernières années, ces dernières décennies, a quand même été au top des priorités des services de renseignement. Ce qui est d'ailleurs même une difficulté, parce qu'on a tellement concentré d'efforts sur la lutte contre le terrorisme, que peut-être des fois on n'a pas vu arriver des choses qui sont tout aussi importantes et que l'on voit actuellement du côté de l'Ukraine. Donc l'effort sur le terrorisme doit se poursuivre. Ce n'est pas parce que c'est le retour des empires avec ce qui se passe en Ukraine, cette logique de guerre de haute intensité, interétatique, qu'on pensait être d'un autre temps. Il faudra continuer à conserver encore d'énormes moyens, notamment dans les services de renseignement, pour lutter contre le terrorisme, qui sera effectivement d'autant plus difficile à aller chercher qu'il sera diffus, et le fait de gens qui sont totalement radicalisés, qui n'ont même plus besoin d'état-major, de planification, comme ils en avaient à Raqqa, pour mener leurs propres actions. Mais je voudrais aussi insister sur un aspect qui paraît anecdotique, mais en Irak et en Syrie, parfois on a été étonné de trouver des combattants chez Daesh qui venaient de Chine. Et ayant vu, moi, dans les années 90, au Xinjiang, ce que c'était qu'une véritable politique de grand remplacement, puisque toute la population musulmane ouïghour était totalement, j'allais dire, écrasée par le rouleau compresseur Khan, j'ai vu monter progressivement le radicalisme dans les populations ouïghours. Et je pense que la coopération qui est absolument nécessaire entre tous les pays qui font face au terrorisme ne doit pas nous aveugler sur l'utilisation de la lutte contre le terrorisme par des régimes pour une politique qui pousse notamment à la radicalisation. Général Edzam Duriel, je finis. Je prends 1 minute pour une question. Le poids démographique, puisque vous allez clôturer cette table ronde, on a parlé de la menace terroriste, vous avez dit effectivement qu'il fallait la suivre tout le temps. Le poids démographique devient-il de plus en plus important? Vous le suivez de près, vous? The demographic growth is not a huge problem because all the computers today are much stronger and we can do things much faster than we did in the past. So this is not the problem. The problem was and still strong feeling that human rights are very important. And therefore we are trying very much not to cross the line. And I can tell you, based on the Israeli experience, whenever we had the dilemma and we didn't cross the line, we paid prices. So I belong to those who believe that human rights are very important and we should keep them as much as we can, but the right to live are much more important. And therefore, sometimes you have to take actions in order to provide better security to your people. Je vous remercie beaucoup, messieurs.